Je voudrais donc proposer à présent que nous passions à la première partie de notre rendez-vous de cet après-midi qui consacre donc les dépenses de construction du stade Olembe au Cameroun et d'une manière générale des constructions des infrastructures chez nous au Cameroun. Je vais donc demander à Joël Didier Ngo qui nous a suivis, s'il a une question sur ce qu'a dit Abdelaziz, qu'il peut bien revenir dessus. Mais avant, je voudrais donc lui adresser déjà ma question. Alors, je dis Ngo, l'affaire enfle sur les 50 milliards de plus que souhaite avoir McGill, qui a pris donc à la suite de la rupture de contrat entre le gouvernement du Cameroun et Piscini, le groupe Piscini, qui avait donc la charge de la construction du stade, enfin, du complexe sportif de Yaoundé, notamment du complexe d'Olimbe. McGill donc à la recherche de 50 milliards de francs CFA et cette information qui a fuité ou alors qui finalement est arrivée sur la place publique ne cesse d'enfler et de faire jaser. Les Camerounais ne sont pas d'accord. Qu'est-ce que vous avez compris, vous qui avez donc suivi, je suppose, à la fois Xavier Vandor, qui était venu expliquer ce qu'il en était clairement sur les plateaux de BNews, et je suppose que vous avez également suivi la sortie du groupe Piscini il y a 2 jours, qui expliquait qu'ils sont toujours disposés à poursuivre les 10%, n'est-ce pas, restant des travaux du complexe d'Olimbe. Je voudrais donc vous passer la parole pour prendre donc vos commentaires sur cette actualité qui fait la une des médias au Cameroun en ce moment. Bon, cette actualité, j'espère que vous m'entendez bien. Cette, Oui, cette actualité vient, comme disait Abdelaziz, il y a toujours un arrière-plan qui se passe au Cameroun, en Afrique centrale, francophone en général. Parce que, pour terminer avec le Corée, je voudrais quand même pour que les gens comprennent pourquoi la question, pour répondre directement à la question qui est la pourquoi Bolloré est aussi bien, c'est que l'argent, les 10 millions d'euros n'iront pas en Afrique, mais en France. Simplement parce qu'en France, la justice, comme disait Abdelaziz, fait son travail là où chez nous, en Afrique, nous nous battons tous les jours pour qu'on ait une justice indépendante, un état de droit. Et en Guinée-Conakry, Togo, Yacimé, Yadima, ou au Cameroun de Paul Biya, Vincent Bolloré est sûr de ne jamais comparaître devant aucun juge. Ça s'arrête là. Pour terminer avec ça. Et faire un parallèle en disant que François Hollande était arrêté pendant 5 heures. Nous tous, certains pensaient que François Hollande était parce que ce qui s'inquiète plus de Michel Atanana, on a découvert que c'était parce qu'il avait dans sa délégation un des membres de sa délégation est venu spécialement pour faire à ce que Vincent Bolloré gagne la gestion. C'est comme ça que ça se passe. Je ne vais pas revenir dessus. L'arrière-plan ici, comme la question que je vais aborder, est un arrière-plan. Donc, pour dire simplement, quand vous n'avez pas des régimes qui sont légitimes, ils ne sont pas astreints à une obligation de résultat. Donc, ils ne sont pas astreints à une obligation de résultat, ça fait qu'ils peuvent engager à l'aide des dépenses comme ils veulent, sans qu'ils aient le moindre sens général. Et quand vous voyez ce qui se passe avec le stade bébé, c'est exactement ça. Parce que là, des chiffres, parce que les chiffres sont effectivement scandaleux à l'échelle du Cameroun. Dans le contexte économique et social du Cameroun, il faut savoir que la question du financement des infrastructures sportives est une question qui fait scandale parce que je regardais les stades ont été scandaleux, jugés scandaleux par et des autres. Mais au Cameroun, nous ne découvrons pas ce stade olympique aujourd'hui. Nous savons que dès le départ, c'est un problème parce que pas de capacité dans la manière dont les stades ont été sous une prévisibilité. On nous a annoncé, par exemple, on nous a annoncé un stade qualité
ce qui est avec aujourd'hui, quand ce soit terminé, le stade de l'opéré, et pour imprimer jusqu'à 7 milliards, dont on nous dit que a été contacté auprès d'une banque privée. Aussi, là, la difficulté, c'est quand on est contacté auprès d'une banque privée qui s'agit des intérêts, et puis encore, ça, comme je l'avais dit, ça touche complètement l'avenir des jeunes générations et des futures générations. Qui dirigeront le Cameroun partent avec ce fardeau en se disant que il y a une autre pression fiscale par la dette, il y aura quelques qui viennent simplement, qui sont assises sur le pouvoir du prince, parce qu'on est devant le plaisir à Polia. On a construit un stade dans le cadre qui coûte simplement. Donc, est là où est-ce que vous avez une responsabilité de ce il ne se pas en termes de coûts et en termes de charges pour les communautés, ce que ça représente à l'échelle de chaque contribuable camerounais. Certains vous m'avez fait référence à ce qui parlait dans les médias camerounais. J'étais surpris de les voir balayer toutes nos craintes et toutes nos réserves du revers de la main en pensant savoir qu'il s'agit d'une même si nous sommes tous des amateurs de football. Donc, en football, on va reconstruire les infrastructures dont à le Cameroun, les infrastructures sanitaires dont à le Cameroun. C'est d'abord la politique. C'est là où je termine en disant que je viens à ce que je disais au départ. On est en fait l'arrière-plan de une chose qui est simple. Tant que vous n'avez pas de dirigeants légitimes, ils ne peuvent pas se soucier des questions liées à l'intérêt général, ne peuvent pas s'assigner l'obligation de résultats quand il y a des infrastructures comme ça. Parce qu'ils s'en on est 2019, nous sommes en 2021 et on n'est pas sûr. Jusque-là, ce sera terminé. Jamais. D'accord, merci. Alors, je voudrais, avant de passer la parole à Abdelaziz, rappeler quand même un point qui semble être galvaudé sur cette question. C'est la caractéristique essentielle même du contrat qui régit le Cameroun à Piscini, par exemple, et demain probablement, ou alors je suppose en ce moment déjà McGill. Il s'agit d'un contrat qu'ils ont bien ficelé, enfin ficelé c'est peut-être pas le mot, il s'agit d'un contrat qui est d'ailleurs reconnu par nos tests. Ils appellent ça au Cameroun, d'ailleurs même ici en France ça existe, c'est des contrats conception-réalisation. Je voudrais le rappeler pour que nos téléspectateurs comprennent bien que dans ce type de contrat, il est important de comprendre en quoi cela consiste. Il s'agit de contrats en fait pour lesquels la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre et l'entreprise réalisatrice des travaux sont un. Il est important de comprendre pourquoi, effectivement, dans ce contrat-là, il y a des choses qui échappent aux Camerounais. Notamment l'absence d'une entité réalisatrice de travaux, dont l'entreprise réalisatrice de travaux, qui rend compte. Ou encore d'un maître d'œuvre qui rend compte à la maîtrise d'ouvrage. Je voudrais donc, une fois que cela est clarifié, demander à Abdelaziz, qui a suivi donc ces sujets-là. Abdelaziz, comment comprendre que on a vu un consultant donc, de l'équipe en charge de ce projet de réalisation du stade Olembe expliquer que le Cameroun avait demandé, je reprends ces termes, je paraphrase à peine, peut-être que nous sommes dans une déformation professionnelle, nous autres en Europe, mais comment comprendre que quelqu'un vous dit sur un plateau télé que le Cameroun avait demandé à Piscini de poursuivre les travaux. En fait, il nous rappelait que Piscini demandait 24 millions et que Piscini avait seulement consommé 113 millions. Et il dit que le Cameroun a demandé à Piscini de continuer les travaux pour consommer les 50 millions restants sur les 113 que Piscini avait à consommer. Est-ce que ça a du sens pour vous? Est-ce que dans ce contexte-là, on n'en voit pas une expertise
qui va auditer le niveau d'avancement des travaux et puis qui fait, on va dire, un rendu, qui fait un rendu sur le rapport entre l'état d'avancement des travaux et les montants déjà consommés. Voilà, cela expliqué, Abdelaziz, je vous passe la parole pour... je vous passe de la parole, Abdelaziz, pour répondre à ma question sur ces différents points qui sont assez interpellateurs sur ce qu'on a entendu sur ce sujet. Non, c'est très important. Les rappels que vous avez faits sont très importants parce qu'il faut faire la pédagogie de ces questions. On a entendu, c'est un sujet qui est lié, le ministre des Travaux publics au Cameroun expliquer, tenter tout au moins d'expliquer la cherté des travaux au Cameroun par rapport aux pays de taille comparable ou aux pays africains et parfois même à des pays qui relèvent des 10 premières puissances mondiales. Le ministre Nganou Djoumessi, puisqu'il s'agit de lui, pour ne pas le citer, a dit que pour le cas, par exemple, de l'autoroute Yaoundé-Douala, qui n'a été réalisée depuis 2014, dont on a réalisé que 40 km sur un linéaire de 196, le ministre a expliqué que le coût de cette réalisation, qui est 2 fois plus cher, 3 fois plus cher que ce qui a été fait sur le continent, et par ailleurs, est lié au fait qu'il y a beaucoup plus d'ouvrages d'art sur le linéaire, qu'il y a beaucoup plus d'ouvrages, de travaux à caractère économique et social, qu'il y a beaucoup plus de terrassement, parce qu'ailleurs, on est à 90 km/h, qu'il y a beaucoup plus de voies, c'est-à-dire que c'est 2 fois 2, 2 fois 2, enfin 2 fois 2, 2 voies fois 2, c'est-à-dire que ça fait 4 voies. C'est ce que le ministre Nganou Djoumessi a expliqué. Parfois, quand les ministres Nganou Djoumessi et d'autres membres du gouvernement au Cameroun parlent, je me demande si nous sommes dans un isolat, si nous sommes dans une île perdue au sens de la mythologie de l'Atlantide ou d'autres, ou si nous sommes sur cette Terre, sur cette planète, la planète Terre. L'humanité est en train d'aller sur Mars après la Lune. Peut-être que ça existe là-bas sur la Lune ou sur Mars. Mais sur la planète Terre, dans l'histoire, ce que vous rappeliez tout à l'heure était très important. On connaît la nature des contrats. Puisqu'on a vu sur le plan continental, au Rwanda à côté, chez nous en Afrique centrale, on a vu au Nigeria, on a vu en Côte d'Ivoire avec les différents ponts sur la lagune. On a vu dans un certain nombre de pays africains comme la Guinée équatoriale, notre proche voisin, des travaux de même nature réalisés en des temps records. La question de la conception-réalisation, vous l'avez évoquée, elle est très importante. Quand un pays confie autant son destin à des entreprises étrangères, notamment pour le cas du Cameroun, ça signifie quoi? 2 choses. La première, c'est un échec dans la formation de nos cadres, qu'ils soient des cadres techniques ou des cadres gouvernants, c'est-à-dire qu'ils peuvent suivre, et vous l'avez dit, la maîtrise d'ouvrage, parce que dans un ouvrage, dans un travaux, il y a le maître d'œuvre, donc qui construit, et le maître d'ouvrage qui passe la commande. Et c'est le maître d'ouvrage qui, dans le cahier de charge, déjà dans les termes de référence de l'appel d'offres, a une planification de ce qu'il veut et de ce qu'il entend. Et dans le cas d'espèce, le maître d'ouvrage qui devait être l'État du Cameroun, qu'est-ce qui s'est passé en 2008? Le maître d'ouvrage Cameroun a dit, par la voix du Premier ministre Inoni Ephraim et de son ministre, du ministre des Sports, Augustin Edouard, a dit « Je veux un programme national de développement des infrastructures sportives, comme on dit au Cameroun, sur haute instruction du chef de l'État. » C'est la vision du chef de l'État. C'est-à-dire que celui qui est le plus en même de le dire, c'est Jacques Famé Ndongo, son plus haut turiféraire. Le programme national de développement des infrastructures sportives comportait 2 volets. Il était chiffré à 272 milliards de francs CFA. Dans le premier volet, mon cher Ngassa, on nous a dit, dans cette enveloppe de 272 milliards, qu'il y aurait des stades dans les 10 régions du Cameroun. Des stades d'une capacité environ de 20 000 à 30 000 places. En dehors de Yaoundé et de Douala. Parce qu'à Yaoundé et Douala, il y avait des complexes sportifs. À Olembe et à Japoma. À Olembe, il y avait un stade Paul Biya. Bien nommé. À Japoma, il y avait un stade. Nous avons souhaité que ce stade
soit baptisé Roger Mila ou porte le nom d'une figure du sport et du football camerounais. Mais ce n'est pas le genre de la maison. Au Cameroun, on n'a pas encore cette culture-là. Le stade d'Olembe devait faire partie d'un complexe avec une piscine olympique, avec des gymnases, avec des terrains d'athlétisme, etc., etc., avec un centre commercial, un hôtel de 5 étoiles, un hôtel 5 étoiles. Donc, un complexe. Avec l'idée qu'on allait développer une vie, on allait développer, on allait amorcer le développement de cette partie de Yaoundé, enfin, tout au moins de l'étalement urbain de Yaoundé. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a un programme national de développement des infrastructures sportives avec un comité de suivi qui a été démantelé quelques années après, c'est-à-dire qu'en 2011, ça n'existait plus. On a mis fin aux travaux du comité de suivi et quelques temps après, on a mis en place une task force. On a mis en place une task force, pourquoi? Pour parer au plus pressé, c'est vrai. Le Cameroun a été, on a attribué l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun 4 ans avant. Donc, le Cameroun devait se préparer. Et le Cameroun avait déjà soumis son dossier, puisque quand on commence le programme national de développement des infrastructures en 2008, le Cameroun, et ce qu'il faut dire, c'est qu'un pays qui avait déjà remporté 4 Coupes d'Afrique des Nations, un pays qui avait le plus grand nombre de ballons d'or africains, un pays qui avait obtenu une 5e place pour l'Afrique après la Coupe du Monde de 90, un pays qui a des goléadors reconnus à travers le monde, n'avait organisé qu'une seule Coupe d'Afrique des Nations, celle de 72 à Yaoundé et Douala. Donc on ne comprenait pas comment le pays qui avait été champion olympique en 2000 n'était plus en mesure d'organiser une compétition africaine d'envergure. Donc le Cameroun a voulu réparer tout cela avec le PN10. Démantelé en 2011, il n'y avait plus de PN10. On a maintenant une task force. On commence à multiplier les contrats de gré à gré. Or, ce que Guingassa nous disait tout à l'heure, c'est quoi? C'est que le conception-réalisation arrange et favorise la corruption. On a vu comment les montants ont été multipliés. Olembe, pour le cas d'espèce, c'est 163 milliards, dont 24 milliards de fonds de contrepartie de l'État du Cameroun. Et 139 milliards à peu près d'emprunts auprès d'une banque italienne. À la suite d'une visite du président Biya en Italie, une banque italienne a accordé un prêt. C'est-à-dire que les contribuables camerounais devront rembourser cet argent avec un taux d'intérêt, comme on dit, non concessionnel. C'est d'ailleurs ce que relevait M. Ekoka et d'autres Camerounais, non concessionnels. C'est-à-dire que nos enfants, nos petits-enfants vont rembourser de l'argent dont on n'a pas expliqué aux Camerounais le but de l'emploi. Les fonds de contrepartie camerounais de 24 milliards ont été donc versés, 139 milliards d'euros. On attend le stade en 2016. Le stade ne sort pas, le stade ne vient pas. Le Cameroun ne parvient pas à organiser la CAN 2019 et connaît un glissement pour utiliser l'expression consacrée. On dit, OK, la CAN va être organisée en 2020 avec des travaux qui vont être réalisés en temps. Au bout de 6 mois, l'entreprise italienne attributaire du marché Piscini devait donc livrer ce stade-là, notamment au complexe sportif. Entre-temps, la task force déniche une entreprise canadienne, tout au moins une entreprise d'un Français installé au Canada, qui va donc reprendre les travaux de Piscini. Parce qu'entre-temps, comme pour le stade de Japoma, on choisit de parer au plus pressé, les préfabriquer. Donc, ça surenchérit le coût de réalisation de ces stades-là. On passe aujourd'hui de 163 milliards à 218 milliards, c'est-à-dire 304 millions d'euros. On est déjà dans des proportions très élevées dans la construction des stades au monde. Le Rwanda ayant construit un stade à 33 milliards, la Guinée équatoriale, le Gabon ayant abrité, en parant même au plus pressé, 2 CAN, avec des stades qui ont coûté moins de 100 milliards de francs CFA, puisque nous sommes dans la même zone. Personne n'explique aux Camerounais ces détails
concernant ce que vous avez fait à juste titre et très bien, la conception-réalisation, en disant que nous, État du Cameroun, nous ne contrôlons pas en tant que maître d'œuvre ce qui se passe à Olembe et à Japoma. Personne ne l'a dit. On a demandé aux Camerounais d'applaudir le président de la République une fois que Japoma a été réceptionné, d'applaudir. Parce que cette culture de la suggestion, cette culture du salamalek, cette culture, il faut se coucher, applaudir le président de la République, est celle qui finalement va nous perdre. Parce que ce que vous disiez, c'est quand on est dans un état normal, quand on est un citoyen normal, il y a ça. On demande des comptes et on vous rend des comptes. Tout à l'heure, j'ai parlé du 11 juillet 2018, cette loi, où il y a la redevabilité et le contrôle. Ce qui se passe avec Olembe est très grave. Ce n'est pas pour alarmer ou alerter quiconque. 55 milliards en plus de 163 milliards, ce n'est pas anodin. On a évoqué en début d'émission, Gingassa, la question du système de santé du Cameroun qui est défaillant. Imaginez ce que peuvent faire 55 milliards pour la santé, pour l'éducation au Cameroun. Donc ce n'est pas quelque chose de banal. On doit expliquer aux Camerounais comment ça se fait que l'entreprise canadienne, McGill, demande 18 milliards de fonds pour compléter les travaux et que le président de la République obtienne de Standard Chartered Bank 55 milliards. D'où vient-il? Le surcoût vient d'où? Qu'est-ce qui explique le surcoût? La CRTV, dont c'est la mission, et Cameroun Tribune, doit faire des enquêtes et des dossiers pour nous dire, et l'ensemble des Camerounais, pour nous dire d'où vient-il qu'on parte de 18 milliards à 55 de fonds pour terminer, et de 163 milliards à 218 milliards. Ce sont des questions qui sont extrêmement importantes. Alors, Abdelaziz, pour ne pas vous couper, Abdelaziz, je voudrais quand même préciser que, effectivement, lorsqu'on a lu le communiqué du groupe Piscini, ils disent bien avoir été à près de 90% de réalisation de leurs travaux. Cela suppose que si vous prenez 90% de 163 milliards, qui était le montant initialement prévu pour la réalisation de ce stade, il nous manque tout au plus 16 milliards de nos francs CFA. Mais oui, donc, voilà. Que Magui demande 18 milliards me paraît encore raisonnable. Parce qu'il faudrait qu'on comprenne qui a raison, qui a tort. Lorsque on nous parle de 50 milliards, alors que Piscini dit avoir réalisé 90%, est-ce qu'il n'est pas judicieux ici de laisser Piscini finir son travail, sachant qu'il manque simplement 16 milliards pour couvrir la fin de la réalisation de ce complexe, plutôt que d'aller chercher 50 milliards. Alors, je vous laisse terminer, Abdelaziz, mais très rapidement, parce que après, oui, je vais poser la question à Joël Didier Ngo. Oui, oui, c'est vraiment, je suis heureux que vraiment ce soit très pédagogique et très précis et très technique, cela. C'est vraiment fait très bien pour nos téléspectateurs, pour ceux qui nous suivent, pour les citoyens camerounais en général, et pour des personnes qui veulent que cette Afrique, que l'Afrique ressemble à ce que nos ancêtres étaient, des gens rationnels. Parce que nous ne sommes plus rationnels. Ce que vous avez fait, c'est de la rationalité, Gingassa. 90%, il va donc manquer 16 milliards. Pichini, McGill a demandé 18. Mais d'où viennent les 55 milliards? Je vais vous dire, et ce n'est pas un secret, la question de la task force, j'ai envie de le répéter, et la question de la conception-réalisation participent de la même chose. Des logiques de collusion, des logiques de corruption, des logiques de rétrocommission, des logiques d'évasion de fonds. Ce que je dis, je l'assume pleinement. Parce que nous avons, dans notre pays, ce pays qui nous est cher, le Cameroun, l'habitude des circonvolutions, l'habitude de cacher les choses. Et après, le lendemain, d'encenser des gens pour des réalisations qui sont des éléphants blancs. Moi, en tant que Camerounais, je suis Camerounais et j'ai envie de le dire. Je ne veux pas que dans mon pays, on me demande de saluer un président de la République qui a construit un stade alors qu'à côté, c'est de la misère généralisée. On va aborder cette partie sur la nécessité des infrastructures au Cameroun en comparaison de la construction de ces stades-là. On reviendra là-dessus avant la fin de cette émission. Alors, je vais dire, Diego, alors, tout à l'heure, je rappelais donc cette curiosité qui, comme ça, crevait l'œil lorsqu'on écoutait, je pense qu'il est l'un des responsables du projet de construction du stade Olembe, qui donc nous apprenait qu'ils avaient simplement demandé à Piscini, autant pour moi, à Piscini de poursuivre l'œuvre, c'est-à-dire achever ce qu'ils entendaient le budget alloué. C'est assez curieux quand même. Lorsque vous construisez une maison en France, ou au Cameroun d'ailleurs, je suppose,
vous avez tout le temps un expert qui va évaluer le niveau d'avancée, le niveau d'avancement des travaux. Pourquoi n'avons-nous pas eu cette information pour nous rassurer de ce que les 113 milliards qu'on avance dans les chaumières correspondaient exactement au niveau d'avancement des travaux que nous lisons dans le communiqué de Pitini qui parle de 90%. Est-ce que cela ne traduit pas des manquements énormes dans la gestion d'un projet de cette nature-là? Évidemment qu'on peut en dire qu'il y a un manquement énorme, mais je tiens à saluer la clarification d'Abdelaziz. Je ne l'ai pas faite parce que, vous savez, on est parfois pris par une certaine lassitude sur ce qui se passe. Et on en souffre. Je pense que personne parmi moi ne peut savoir l'état d'avancement des travaux du stade ODP. Hein. Personne ne vous dit, j'ai même vu quelqu'un vous dire qu'un certain nombre d'ouvrages qui devaient être dans le cahier des charges dès le départ sont au sol et qu'on peut les découvrir après. Donc, vous savez, nous sommes fatigués. C'est simplement pour dire que quand on fait dans n'importe quel pays, lorsqu'on construit des ouvrages de cette grandeur-là, quand bien même nous avons un choix qui a été fait de construire des stades à la place, surtout à la place des écoles, ce sont des ouvrages qui sont appelés à rester. Vous n'avez pas un seul officier. Même le ministre des Sports vous dit état d'avancement des travaux. Vous n'avez pas vu, supposons que ce soit le stade, puisque c'est le stade qui a ce complexe-là est dédié à. Vous n'avez pas vu Paul Biya se déplacer une seule fois pour aller visiter ce complexe qui est à quelques 1 kilomètre ou 2 kilomètres de son foyer. C'est pour vous dire le laxisme qui existe, l'irresponsabilité qui existe, et même le degré de corruption de l'esprit qui existe dans ce pays qui fait que quand vous avez un projet, quel rapport sur le Cameroun, vous verrez que n'importe quel projet à aborder l'infrastructure, n'importe quel projet au Cameroun, sur le montant initial, les experts vous disent que 40% disparaît. C'est ce que, avant même qu'on ne cherche, comment se fait-il que on voulait 18 milliards, on en est à 50. Donc, le gap qu'il y a autour, qu'est-ce qu'on peut faire? Sachez que sur un projet au Cameroun, n'importe quel projet d'infrastructure au Cameroun depuis 3 décennies au moins, quand un budget au départ, ce qui est voté, 40% de ça disparaît dans la nature. Donc, c'est pas curieux, c'est pas. Donc, on arrive avec ce qui arrive au complexe olympique où aujourd'hui, on ne sait pas l'état de réalisation. Personne ne sait. L'entreprise italienne, il avait plus que 10%. Est-ce que vous et moi, ce que nous dit l'entreprise qui est la route, ça. Je ne peux pas répondre précisément aujourd'hui sur ce qui. Mais simplement pour terminer et redire, les gens nous disent toujours que nous ramenons tout à la place. Nous ramenons tout à la place au Cameroun parce que c'est à partir des choix politiques que nous arrivons à des aberrations que nous vivons aujourd'hui. Nous sommes face à un pouvoir qui n'est tenu par aucune obligation de résultat. Il n'est tenu par aucune obligation de rendre compte. Donc, il fait comme il veut. Il ne contrôle même pas les ouvrages qui sont mis en état de réalisation. Rien n'est contrôlé et on a des surcoûts dont on demande aux gens et j'imagine bien sûr d'ailleurs que les 50 milliards qui sont le contexte est assez particulier, le contexte Covid est assez particulier actuellement sur le marché de la dette, qui fait que lorsque vous contractez une dette, les intérêts sont extrêmement élevés. Et c'est pourquoi je dis que, quel que soit le remplacement il arrivera dans une situation très difficile où finalement, une partout à gérer et si ne sera pas facile. C'est ce que j'avais à dire là. D'accord, merci. Alors, je voudrais maintenant qu'on aborde l'autre aspect. C'est vrai, le champ vient de se terminer
Et d'ici quelques mois, on aura donc la canne qui avait glissé. D'ici quelques années, je veux dire. Puisque la canne a glissé. Mais est-ce qu'on peut, un temps soit peu, se poser d'autres questions sur la viabilité de tels projets? Comment, dans un pays où le taux de pauvreté culmine à près de 40%, hein, si, voilà, 37, des poussières de pourcents, donc on a près de 40%. Est-ce que, très honnêtement, lorsqu'on nous parle d'un complexe à Olembe, un complexe en plus construit par l'État, là où on aurait pu imaginer que des privés soient sollicités pour y investir, combien sont les Camerounais aujourd'hui capables d'aller faire leurs courses à Olembe, quittant Yaoundé? L'hôtel 5 étoiles, aujourd'hui, des indiscrétions qui nous viennent de Yaoundé, les hôtels sont presque vides. Le Hilton. Est-ce que, finalement, d'accord, le champ était très beau, on avait de beaux stades. Est-ce que, quand on a donc choisi, un temps soit peu, de rester calme et de revoir tout ça, était-ce des investissements, quand on voit le taux de pauvreté au Cameroun qui culmine à près de 40%, les plus attendus dans notre pays? Abdelaziz Mondé. Oui, moi j'ai pas un problème, mais je veux dire que notre pays, le Cameroun, on ne peut pas réduire la question du Cameroun à des questions de beaux stades. Vraiment, pendant le chant, j'étais assez gêné avec cette histoire. J'ai dit, mais le Cameroun est en retard sur le plan infrastructurel par rapport même à un certain nombre de ses voisins. Je rappelle que le Cameroun, c'est la 15e économie en termes de PIB, donc de richesse produite de l'Afrique. La 15e. Il y a 55 pays sur le continent. 15e. Et le Cameroun vient après des pays comme le Kenya, des pays comme l'Angola, des pays comme le Maroc, des pays comme évidemment l'Algérie, le Nigeria, etc. Et le Cameroun a connu ce retard pour des raisons, et Joël Didier l'a dit tout à l'heure, pour des raisons qui sont liées à des choix politiques, dont des choix de gouvernance. Dans l'élan de son indépendance, à partir de 1961, le Cameroun avait sa planification, ce qu'on a appelé les plans quinquennaux. C'est-à-dire que de 61 à 66, on a eu le premier plan quinquennal qui était une sorte de mise à jour de ce que les Français faisaient avec un fonds destiné aux colonies et un fonds qui était mis en place par la Commission européenne naissante, la Communauté européenne naissance, qui s'appelait le FIDES. Et le Cameroun a connu 5 plans quinquennaux. Le 5e, le 6e a été préfiguré, mais le 5e s'est arrêté en cours de chemin. Dans le cadre de cette planification, on a eu les infrastructures routières, le peu d'infrastructures routières dont nous disposons. C'est-à-dire que sur un linéaire d'à peu près 100 000 km, en gros, quand on caractérise toutes nos routes, et 77 000 km de routes qui peuvent être viabilisées, nous avons moins de 10%. C'est-à-dire moins de 5 000 km de routes bitumées au Cameroun. 5 000 km. Pourquoi j'évoque la question des routes en termes d'infrastructure? C'est parce que quand on parle du Cameroun comme grenier de l'Afrique centrale, c'est-à-dire que des zones comme Okola, dans la Lekié, des zones comme Fumbot, dans le Noun, des zones comme Garoua, dans le nord, parce que vous savez, quand on dit les arachides de Garoua ou les oignons qui viennent du nord Cameroun, ce n'est pas anecdotique, ça correspond à une activité économique intense. Mais demandez à un agriculteur qui est à Fumbot, demandez à un agriculteur qui est à Okola, demandez à un agriculteur qui est à Pitoa, quel est le supplice, quel est le sacrifice, quelle est la peine qui est la sienne quand il veut acheminer ses produits. Ça veut dire que dans la gouvernance du Cameroun, on a oublié ce qui était la sève nourricière, la mamelle et la substantifique moelle, et on s'est occupé des danseuses, comme on dit. Dans le système de santé camerounais, on a à peu près 3000 infrastructures de santé, dont 2224 centres de santé, formations hospitalières, hôpitaux de district, hôpitaux généraux, etc. L'audit de ce système de santé est à pleurer. Parce que le président de la République du Cameroun et les élites du Cameroun ne font pas confiance au système de santé camerounais pour se soigner. La plupart des fonds de l'ambassade du Cameroun en France
sont utilisés pour des évacuations sanitaires de personnalités de haut plan au Cameroun. Ça veut dire qu'on ne fait pas confiance à notre système de santé, puisque le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, le président de la République, les ministres, les généraux, les officiers, les administrateurs civils à la retraite, les anciens ministres, c'est dans les ambassades en Allemagne, aux États-Unis et en France qui sont pris en charge. Et pas donc le budget de l'État, le ministère des Finances. Donc quand on nous dit pour un championnat d'Afrique des Nations ou pour une Coupe d'Afrique des Nations qu'il faut simplement applaudir les beaux stades, je ne veux pas y participer. Je veux prendre acte de ce que les stades ont été construits. Et quel stade? Si vous me dites que vous construisez un complexe à 272 milliards dans le cadre d'un programme national de développement des infrastructures sportives en 2008, et que je constate en 2020, en 2021, que ce ne sont pas des complexes sportifs et que dans les 10 régions du Cameroun ne sont pas couverts, et que ceux qui jouent au football dans les quartiers, parce que regardez le football dans un certain nombre de pays qui se développent dans le domaine du football, il y a des stades de proximité. Ça n'existe pas au Cameroun. C'est ça le développement des infrastructures sportives. Ce n'est pas le stade de Japoma ou de Lembe. Effectivement, ce sont des mastodontes, ce sont des vaisseaux amiraux. Ça flatte l'orgueil d'un pays. Le pays peut bomber le torse. C'est très bien pour l'image, notre image du Cameroun à l'étranger, à l'extérieur, ou même l'identité camerounaise. Mais sur le plan structurel, c'est quelque chose qui n'est pas efficace. Parce que précisément, quand on met en parallèle le développement des infrastructures au Cameroun, on constate que le Cameroun accuse un retard profond. Des chaînes Equinox, Canal 2 et d'autres font au quotidien des reportages sur la réalité camerounaise. En Gambetika, à Bengbis, à Tiko, à Pouma, à Masangam, à Jakiri, à Ndokbiat, à Tiko, à Manfé. Regardez la réalité infrastructurelle du Cameroun. Nous sommes très en retard. Et quand on parle même une émission comme celle de Diaf TV consacrée au football, au stade de football, c'est même un problème pour nous. Que nous consacrions une émission entière à des questions qui concernent exclusivement le football et même pas simplement le mouvement sportif en général, c'est déjà même un problème. Mais nous sacrifions à l'exercice puisque ce sont des contraintes de l'actualité. La question camerounaise, c'est celle de la gouvernance, donc de la capacité à avoir une vision, donc pour prévoir. Et la vision, le Cameroun a essayé de l'avoir, par les plans quinquennaux et par ce que le Cameroun a appelé le document de stratégie pour la croissance et l'emploi. Gingassa, on nous a dit en 2009 qu'on va voir ce qu'on va voir. C'est-à-dire qu'entre 2010 et 2020, le Cameroun allait, avec un certain nombre d'indicateurs, accéder au rang de nouveaux pays industrialisés, au rang de pays à revenus intermédiaires de la classe supérieure et réduire la pauvreté à un niveau socialement acceptable. Vous avez pointé tout à l'heure le taux de pauvreté au Cameroun. Effectivement, entre 36 et 40% de la population. Et il y a une partie du Cameroun, le septentrion, qui couvre plus de 50% de cette population pauvre au Cameroun, au sens de l'indice de développement humain et de l'ONU, qui vivent donc avec moins d'$1, c'est-à-dire moins de 500 francs CFA par jour. Voilà les problématiques, voilà ce qui doit préoccuper et mobiliser les Camerounais. Et que quand on demande, Joël Didier en parlait tout à l'heure, après vous, Gingassa, quand on demande quel est l'usage de ces 50 milliards, on n'est pas en train de divaguer. On est en train de dire que chaque argent public, chaque sou, chaque franc CFA doit servir précisément à ce que notre mère à Makenene, notre soeur à Tiko, notre frère à Bengbis, notre cousin à Mal-Antoine, notre père qui est à Guidigis puisse bénéficier d'infrastructures viables. C'est ça le problème fondamental du Cameroun. Pour conclure là-dessus alors, oui, on laisse conclure. Oui. Ok, merci, il avait fini. Alors, je dis Dengo, la même question. Quand on voit donc le taux d'approvisionnement du Cameroun qui culmine à près de 40%, une fois que le champ est fini, quand on a la tête bien opposée, était-ce là les investissements vers lesquels le Cameroun aurait dû s'engager? Est-ce que, comme dit Abdelaziz Moundé, quand on voit la pauvreté ambiante au Cameroun, quand on voit les difficultés que les Camerounais ont à rallier deux régions, est-ce que construire les stades dans une perspective à peu près normale, comme ceux qu'on a pu voir dans nos pays voisins, n'aurait pas suffi? C'est d'autant plus révoltant que, vous savez, même si on critique
des choix de gouvernance qui peuvent être faits. Je disais un rapport de 2004 qui disait que si le Cameroun faisait un effort soutenu de construction d'infrastructures routières, des infrastructures hospitalières, des grandes infrastructures, au-delà de ce qu'on voit avec les stades de football, un effort soutenu pendant 13 ans, ils allaient rattraper une partie, nous allions rattraper une partie du retard accumulé pendant les années de gouvernance de politique. Donc c'est ça qui fait mal, qu'on se rend compte que finalement, il n'y a aucune volonté véritable, il n'y a aucune volonté politique d'accompagner le développement parmi dans les gens. Et je ne cite pas les noms, mais ce qu'on voit, c'est la récurrence d'un manque de volonté d'accompagner le développement d'un pays. Et le choix du stade c'est d'un mode de gouvernance qui est en fait lié à la seule ou seul bon vouloir. C'est le prince qu'on doit satisfaire. C'est le prince qui doit voir comment créer un stade à quelques kilomètres de son palais, alors que les priorités ne sont pas celles-là. On n'a pas besoin d'être devenu pour que les priorités ne sont pas celles-là. Vous vous rappelez de la photo de M. Tchourouma assis dans une lutte faisant office d'école dans le port. C'est ça le problème. On va être dans un des gens en voie de problème, d'accès à l'eau, à passer les je sais pas qui peut obtenir de ce cas-là. Et on construit des stades. Ce sont des balles qu'on appelle des stades à l'américaine. Qu'est-ce que ça apportera pour nous? On n'est pas dans la critique. On est là pour dire que pour les générations qui viennent, c'est pas ça la priorité. On est en train d'hypothéquer l'avenir de millions et de millions de Camerounais. La construction de stades qui satisferont un développement sportif. Après, nous avons vu ce qui se passe dans d'autres pays, et beaucoup de pays développés après des événements de grande ampleur sportive. Et les pays n'y arrivent presque jamais. Ces stades sont soutenus par les communautés, par les grandes agglomérations, par et après, le capital n'aura même pas les moyens de soutenir ces infrastructures-là en termes pour la maintenance. Ce qu'on ne faisons pas de grands discours, disons simplement que les choix politiques qui sont faits sont des choix irrationnels, sont des choix irresponsables et ils émanent d'un régime illégitime. C'est de l'illégitimité d'un régime. Pourquoi ce type de choses? Parce que ce régime n'a aucun pouvoir, n'a fait à aucune opposition. Et donc, c'est comme on le sent, même si à quel moment il manque 18 milliards, rallonge à 50 milliards, il a à s'expliquer devant personne, devant un parlement de nation, il ne fait absolument rien, ne dit absolument rien, et ceux qui s'interrogent comme on traite comme si vous étiez dans le système des apprentis sorciers, M. Bia, alors que fondamentalement, nous réfléchissons à l'avenir des Camerounais. Qu'est-ce que ce sera être Camerounais dans quel cas? Vous imaginez que dont sera n'importe quelle société par rapport à ce que sera la dette du Cameroun. La pression sera sur les opérateurs économiques dans les années parce que c'est là quand même commencer à les rembourser. Ce sont ces questions-là qui font qu'on ne peut pas continuer comme ça, c'est la soupe. Parce que c'est pas normal, c'est pas gérable. C'est vraiment sinistre du sens le plus humain. Je pense que ça va dans la Merci donc à tous les deux pour vos interventions sur cette première partie. Nous allons donc aborder la dernière partie de ce rendez-vous de cet après-midi. Alors, vous avez tous suivi l'autre fait d'actualité qui a défrayé la chronique il y a quelques jours, quelques semaines. C'est celui relatif donc à l'audit de Erseyon qui ne se fera plus. Cet audit qui était annoncé par le président Moïse Kamto pour apporter clarification sur la gestion de la collecte des fonds pour Survival, qui est donc cette structure qui a été mise en place pour la collection des fonds
d'aide aux populations qui font face à la crise du Covid-19. Je voudrais donc demander à Abdelaziz Mondé. Abdelaziz Mondé, vous ne faites pas de mystère, hein, vous avez salué l'initiative donc de Moïse Kamto qui avait donc entrepris de réaliser un deuxième audit après le premier qui n'a pas été concluant, n'est-ce pas? Vous avez donc salué l'initiative de Moïse Kamto. Alors moi j'ai envie de vous poser une question simple. Abdelaziz Mondé, est-ce que dans la forme, il n'y a pas chez Moïse Kamto quelques façons de procéder qui posent problème dans la façon de communiquer sur certains événements, sur certaines initiatives? Annoncer que Ernst & Young réalisera un audit pour clarifier, n'est-ce pas, la gestion des fonds de survival, alors qu'on n'a pas encore le contrat, ou encore demander, tel qu'on l'a lu de ses propres écrits, à Ernst & Young de réaliser un audit pour 1500 € la journée, est-ce que ce n'est pas des choses qui interpellent et questionnent sur la capacité à faire de certains de nos acteurs politiques au Cameroun? Alors, sur survie, moi j'y ai modestement contribué, hein, comme beaucoup de Camerounais, de personnes d'origine camerounaise de la diaspora qui vivent à l'extérieur ou qui sont à l'intérieur. J'ai vu parce que un citoyen comme Maurice Kamto ou un parti politique qui est comme celui qui est le sien, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le MRC, c'est au sens constitutionnel, c'est un parti politique qui concourt à l'expression du suffrage. C'est l'article 3 de la Constitution au Cameroun, mais c'est aussi dans la sociologie politique de manière générale, un parti est l'intermédiaire entre le gouvernement, donc ceux qui dirigent, qui ont le pouvoir, qui soit légal ou légitime, au sens de ce que énonçait Joël Didier Ngo tout à l'heure, et la population. L'initiative Survie naît de quoi? Elle naît d'une demande, elle naît d'un besoin, elle naît d'une question. Il faut parer au plus pressé parce que la question de la gestion du Covid se présentait au Cameroun. C'est-à-dire que l'initiative Survival Cameroun était liée effectivement au fait que les citoyens camerounais devaient pallier les insuffisances qui étaient celles constatées au niveau de l'État, au niveau de l'administration. C'était cela, Survie Cameroun. Et on a vu le déploiement sur le terrain. On a vu surtout les blocages qui ont été opposés à Survie Cameroun. C'était quand même assez inédit. C'était la première fois que je voyais une initiative qui est prise de générosité publique, qui était combattue de manière absolument absurde par le ministre de l'administration territoriale. Je dis absurde au sens de logique. Et quand je dis logique, je convoque également la loi. Parce que le ministre de l'administration territoriale avait convoqué des principes juridiques et puis également des lois qui étaient contestables de ce point de vue-là. Et deuxièmement, quand on voulait remettre, il y avait des Camerounais qui attendaient les dons de l'initiative Survie. Qui les attendait? Qui les demandait? On a demandé, on a envoyé des sceaux à des chefs traditionnels dans les arrondissements du Cameroun. On a vu un déploiement avec des seaux d'eau et un chef traditionnel qui a même refusé de prendre ces seaux d'eau. Et on a alors admonesté, l'a menacé au point où il est venu faire une mise au point publique absolument contrainte. Donc, Survie Cameroun, je veux d'abord juger Survie Cameroun de ce point de vue-là, du point de vue de son utilité et du point de vue de son opportunité. C'était une initiative opportune, c'était une initiative que personnellement j'ai saluée, une initiative que j'ai accompagnée par mes faibles moyens, c'est-à-dire que l'exposition dont je bénéficie, la plume et les talents qu'on me prête, et puis le petit au bol. Ça veut dire que si vous donnez 10-20 €, vous contribuez. Parce que 10 € c'est 6500 francs CFA au Cameroun. C'est beaucoup d'argent. 20 € ou 30 € ou 50 € ou que je sais encore. Donc, Survie Cameroun de ce point de vue-là était utile, nécessaire, opportun et urgent. Alors maintenant, effectivement, vous avez évoqué des questions de forme. Je n'ai pas compris aussi pourquoi il y avait un tel ramdam autour de quelque chose qui était simple. Et j'ai même pensé que les détails qui avaient été faits techniquement sur le bug informatique qu'on avait constaté
devait suffire, comme on dit, pour passer à une autre phase de cette initiative-là. Mais vous savez, il y a des contradictions internes à des organisations, notamment des organisations politiques. Monsieur Njoko, qui est un responsable connu du MRC, a la confiance depuis un certain nombre d'années du président du MRC. Une confiance qui s'est basée sur des liens qui leur sont propres, etc. Il était une des personnes responsables à la fois du suivi, pour des raisons où il fallait effectivement, dans le cadre de la mise en œuvre de cette démarche-là, des personnes qui devaient suivre le déroulement. M. Njoko a été, de façon conservatoire, commence à décharger de ses fonctions. Parce que, une fois qu'on a constaté les défaillances ou un certain nombre d'éléments qui étaient sujets à caution, effectivement, il fallait prendre cette mesure conservatoire et faire un audit. Vous savez, tout à l'heure, on a parlé de la question de la redevabilité et du contrôle. Quand une organisation politique ou une organisation de la société civile au Cameroun prend une initiative et choisit de rendre compte de façon transparente, c'est des choses que nous devons saluer. Parce que si à l'intérieur, on découvre effectivement à la fois des dysfonctionnements, comme c'est le cas pour ce qu'a révélé la question technique, ou des malversations, comme ce que peuvent révéler ultérieurement d'autres audits, eh bien, ce sera l'honneur de cette formation politique pour dire que la manière dont nous entendons gérer, si nous accédons aux affaires, c'est celle-là. Ce n'est pas parce que vous appartenez à un mouvement politique, le nôtre, que vous êtes exempté de poursuites, que vous êtes exempté d'audit, que vous êtes exempté de redevabilité, que vous êtes exempté de contrôle. Je pense qu'à ce niveau-là, il y avait quelque chose d'intéressant à suivre. Effectivement, comme vous l'avez dit, il y a eu aussi des problèmes de communication. Les problèmes de communication au sens où ça ressemble un tout petit peu à comment dire ça, quelque chose où on surenchérit, ou tout au moins on donne du grain à moudre à des personnes qui ont tout intérêt à ce que Survie Cameroun ne soit pas un succès ou ne soit pas utile. Quand je dis succès, c'est l'utilité pour les Camerounais. La question d'Air Sanyong, moi je serais le leader du MRC ou le citoyen Maurice Kamto, je n'aurais pas besoin d'Air Sanyong. Je n'aurais pas besoin d'Air Sanyong. Parce qu'il y a déjà, sur le plan interne, en termes d'audit, un travail qui a été fait. Il y a sur le plan technique une explication qui a été donnée. Il fallait maintenant qu'on se projette dans le cadre de cette organisation-là pour l'avenir, qu'on en tire les leçons et qu'on fasse un bilan. Donc maintenant, on veut peut-être dans le cadre de cette autre initiative qui consiste à demander l'audit d'un cabinet qui fait partie de ce qu'on appelle les Big Four, donc Ernst & Young, donc un leader mondial dans le domaine de l'expertise comptable de l'audit, donner des gages beaucoup plus forts de contrôle, de redevabilité et de transparence. Mais moi, je pense que ce n'est pas utile de ce point de vue-là. Ce n'est pas utile parce que ça fige le débat sur cette question et ça enlève l'utilité. L'utilité, ça enlève l'intérêt de cette initiative-là auprès de l'opinion et ça donne du grain à moudre à tous ceux qui n'avaient pas intérêt que cette initiative prospère. Donc, je pense vraiment pour me résumer, que d'une part, Survie Cameroun était une excellente idée. Deuxièmement, elle a été utile. Elle a permis de comprendre qu'on peut agir promptement, de manière efficace et urgente pour parer au plus précis quand une pandémie, une catastrophe surgit, notamment dans un pays comme le Cameroun. Troisièmement, la question du contrôle et de la redevabilité a été bien saisie par une demande sociale, politique, bien saisie par ces responsables-là. Et enfin, effectivement, c'est où je tends à rejoindre le filigrane de votre question. Je me suis posé des questions sur la question de la communication. Parce qu'au sein du MRC, il faut le dire, on a vu ce qui a opposé Bibou Nissak à, je crois, Sosten Médard Lipote,
l'un qui était porte-parole du président Maurice Kamto, donc de Maurice Kamto candidat, donc, et puis de Maurice Kamto, et l'autre qui était le secrétaire national à la communication du MRC. On a vu ces dysfonctionnements-là qui se sont étalés sur la place publique. On a également vu qu'il y avait des conflits internes qui ont rejailli à l'occasion de cette question de survie et qui ont parasité la communication sur survie. Donc, il faudrait qu'au niveau de ce parti politique, au niveau de ce groupe politique-là, que la question de la communication soit mieux maîtrisée, soit davantage maîtrisée. Parce que c'est un problème, effectivement. Multiplier les signaux, multiplier les communiqués, multiplier au risque d'avoir à l'intérieur des contradictions, ce n'est pas bon à la fois pour l'image qu'on donne d'une initiative comme celle-là ou pour un parti politique comme celui qui est celui de M. Kamto. Alors, Jody Djengo, alors là, on vient de planter le décor. Hein. Pour Abdelaziz Moundé, il y a un véritable problème de communication au sein des partis politiques, notamment au sein du MRC. Est-ce que c'est un avis que vous partagez? Je voulais quand même rappeler qu'on a aussi suivi une sortie d'un allié majeur de M. Maurice Kamto, en l'occurrence M. Pendeko-Ka, qui n'a pas manqué même d'alléguer que, d'ailleurs ce n'était pas une allégation, il a dit très clairement que le professeur Maurice Kamto serait dans une secte et que bien qu'il soit dans une secte, il reste son frère. Est-ce que c'est une communication? Parce que là, j'emprunte le mot à Abdelaziz. Est-ce que c'est une formulation qu'il faille avoir en public lorsque le frère passe des moments compliqués? Là, sur cette anecdote que vous retracez, j'avoue que je ne suis plus tout ce qui est écrit sur toute cette polémique qui devrait relever de la coalition interne MRP et de ses partenaires. Parce que j'ai peur que cette polémique inutile vienne tuer le formidable élan de solidarité qu'il y avait derrière Survival. Et ce qui arrive à Survival, nous les Camerounais, nous avons parfois l'impression de penser que ce sont des choses qui n'arrivent que chez nous. Nous avons le monopole de ces problématiques. Non, la problématique, oui, ce qui arrive au MRC peut arriver à n'importe quel parti et ça montre en fait quelque chose qui est fondamental quand on a été militant politique comme je l'ai été, c'est que un parti, ça s'agit au fil des difficultés qu'ils rencontrent. Parce que les Camerounais actuellement, j'ai l'impression que tout le monde crie à aux voleurs, à chasse aux voleurs, sans même savoir les difficultés auxquelles l'organisation MRC a dû faire face pour monter une collecte comme celle-là. Parce que au départ, Abdelaziz l'a très bien retracé. Je ne sais pas si beaucoup ont oublié tout ce que le ministre de l'administration territoriale, M. Atangalji, a fait pour faire tomber cette initiative. Et même, on a vu des entreprises, des firmes privées comme Orange et MTN bloquer complètement les comptes de cette initiative, de cette collecte. Et vous imaginez, parce que là je parle comme quelqu'un qui dirige une organisation, c'est souvent difficile quand vous faites face à ce type d'obstacle de ne pas commettre des choses qui peuvent être des dysfonctionnements. Je ne sais pas ce qui est arrivé effectivement dans le cas de Survival, mais pour dire simplement quoi? C'est que de cela, il faut en tirer des leçons. La première leçon, c'est que, avant même de parler d'audit, quand il y a une initiative comme celle-là, il faut faire des évaluations à l'intérieur. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a fait que quand nous avons rencontré les blocages délibérés du régime, comme l'a fait Atanganji, nous avons dû transiter peut-être par des comptes personnels pour faire arriver les aides que nous avions promises et qu'on a vues sur le terrain. Ça peut arriver. Vous savez, quand vous faites face à un régime qui a le bras long, comme le régime dictatorial de Yaoundé, qui est capable, sur place, de mettre en branle toutes les institutions pour vous faire échouer, vous n'avez pas beaucoup d'autres choix que de faire de l'à peu près. Parce que jusqu'ici, tout ce que je vois dans
dans la polémique interne, parce que pour moi, c'est une polémique interne qui n'aurait dû jamais sortir du cadre interne du MRC et de ses alliés. Hein. Ce que je vois, moi, c'est une série de dysfonctionnements qui n'ont pas été bien gérés et qui ont amené les uns et les autres, au lieu de faire des clarifications internes, des évaluations internes, d'aller immédiatement vers un audit. L'audit, c'est pas parce que c'est Ernst Young, ils peuvent trouver un autre cabinet, hein. C'est pas là le problème. Mais avant d'arriver à l'autre cabinet, au cabinet d'audit, il fallait qu'en interne, on soit déjà clair sur qu'est-ce qui n'a pas plus ou moins fonctionné, où est-ce que ça n'a pas, pourquoi ça n'a pas fonctionné, et quelles sont les leçons qu'on tire de cela. Pourquoi je dis ça? Je vais donner un exemple. Le parti qui était le Parti socialiste, pour ceux qui sont plus jeunes, a connu un certain nombre de difficultés dans les années Mitterrand par rapport à une affaire qu'on appelait l'affaire Carrefour du développement, par exemple, où un certain nombre de grands cadres du Parti socialiste se sont retrouvés étant aussi comme des trésoriers en interne au Parti socialiste. Je parle de feu Emmanueli, par exemple. Ce qui s'est passé, c'est que quand on a été épinglé là-dessus, M. Emmanueli a dû démissionner et de ses mandats parce qu'il a été condamné par la justice et de ses mandats politiques et de tout, il a été interdit pendant 5 ans de ne plus exercer. Mais ce que le Parti socialiste a retenu de cela, c'est qu'il fallait professionnaliser son mode de fonctionnement. Comment on professionnalise le mode de fonctionnement? C'est qu'on fait une différence essentielle dans une organisation politique entre l'administration interne, ce qui administre l'organisation, et les politiques. Il ne faut pas mélanger les deux. Donc, ça veut dire que pour la collecte, par exemple, des fonds survival du MMC, ce sont des permanents internes du MRC. Si le MRC avait des permanents et avait une organisation comme celle-là, qui aurait dû gérer ça en professionnel. Les politiques d'intervenants à la marche. Et ça empêche d'avoir ce flot d'accusations non étayées, ce côté vraiment malsain où on voit clairement que des gens donnent nos bâtons pour se faire battre à l'adversaire sans avoir les informations suffisantes sur s'il y a eu malversation, pourquoi il y a eu des malversations, est-ce qu'il y aurait eu des détournements, mais vous donnez des arguments à ceux qui n'ont pas eu la capacité, eux, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. Le régime de Yaoundé, moi j'ai découvert à travers la polémique qui a touché le ministre de l'enseignement supérieur, que le régime de Yaoundé, il y a eu des fonds au Cameroun, il y a eu de l'aide arrivée sur les fonds Covid au Cameroun, que ce sont partagés les dignitaires du régime par ministère, et on ne sait, jusqu'aujourd'hui, on ne sait exactement pas quel était le budget alloué de manière globale sur le Covid et quels ont été les démembrements par ministère. Mais on demande au MRC, le gouvernement a été capable de faire de manière transparente avec de l'argent, alors que pour le cas de survival, c'était notre argent, des collectes individuelles de Camerounais, souvent de la diaspora. Nous donnions modestement. Ce que nous demandions simplement au MRC, c'est que nous voyions sur le terrain que effectivement cet argent est utilisé à ce qu'il fait là. Et on a vu. Maintenant, s'il y a des dysfonctionnements, c'est doit le régler d'abord en interne. Et si il persiste à considérer que après des évaluations internes, des choses pas bonnes se concrétisent, à ce moment-là, on confie ça à des cabinets privés et même éventuellement, on va devant l'autorité judiciaire. C'est tout ce que j'avais à dire dessus, mais surtout ne pas donner l'impression et hypothéquer ce formidable élan, exceptionnel élan de solidarité que j'ai vu à travers cette collecte-là, et c'est ça qui me dérange le plus. Merci, merci. Alors, on va faire donc un dernier tour de table. Abdelaziz Moulé, est-ce que lorsqu'on a entendu Pendekoka marteler avec des expressions du genre moi, je ne suis pas du MRC, et il a ajouté d'ailleurs il y a des choses que je ne vous ai pas dites, et puis il enchaînait, il y a 40, je crois qu'il a parlé de 40 000 euros, ou je crois 40 000 euros, si j'ai bonne mémoire.
qui n'ont pas pu être audités. Et il ajoutait que le trésorier, ou alors le responsable MRC Europe, M. Ndjoko, avait signé une espèce de contrat entre lui et l'éditeur, qui ne permettait pas qu'une autre personne soit à même d'avoir les informations côté auditeur des fonds qui y sont. Est-ce que ce n'est pas des informations de nature à créer de l'instabilité dans un mouvement politique ou même entre alliés? Est-ce que, pour finir ma question, est-ce qu'on assistera, est-ce qu'il n'y a pas de risque avec de telles sorties d'assister à une espèce de fragilisation du parti quand on sait que quelques membres du MRC ont commencé à ajouter l'éponge? On a le cas d'un certain Aurélien Tchoumi. Ce sera la dernière question pour bloquer cette émission de cet après-midi. Alors, je pense qu'on l'a dit tout à l'heure pour le sujet central de notre émission, c'est la question, vraiment, je reviens là-dessus, parce que construire une culture citoyenne et démocratique, c'est construire, ça s'appuie sur des principes. Les fondations de la culture citoyenne et démocratique, ce sont les principes. Les principes relèvent de la loi ou relèvent de l'éthique ou de la morale. Et dans le cas d'espèce, qu'est-ce qui a présidé à un audit? C'est la volonté pour ceux qui ont mis en place l'organisation Survie Cameroun, tout au moins l'initiative Survie Cameroun, de rendre compte à ceux qui ont accepté cet appel à la générosité publique pour venir en aide aux populations camerounaises qui étaient touchées ou qui pouvaient être touchées par la pandémie de la COVID-19. Il faut que cela soit rappelé et que si Penda Ekoka tient un propos comme celui-là, je ne vais pas rentrer dans les questions anecdotiques ou de polémiques qui vont faire du grain, donner du grain à moudre, comme je dis, et je l'ai encore répété tout à l'heure, à ceux qui ne veulent pas et n'ont pas intérêt à ce que des organisations, des citoyens lancent des initiatives à succès, des initiatives citoyennes, des initiatives de ce que moi j'appelle l'Afrique des solidarités, pour venir en aide à ceux qui en ont le plus besoin. M. Penda Ekoka a fait campagne, a fait chemin, a compagnonné sur le plan politique avec Maurice Kamto dans le cadre de la campagne présidentielle d'octobre 2018. Ils ont montré une image solide de complicité, de convergence de vues sur un certain nombre de dossiers. M. Penda Ekoka était une sorte de bras et de caution crédible sur le plan économique, financier, notamment de l'alliance MRC avec un certain nombre de partis politiques. M. Penda Ekoka a fait montre dans sa capacité d'analyse d'une certaine pertinence lors de ses sorties médiatiques. On l'a apprécié et ça crédibilisait quelque peu le discours de celui qui avait été le candidat Kamto et de celui qui est devenu une figure majeure de la vie politique camerounaise. Donc si M. Penda Ekoka, dans son élan, dans sa liberté de ton et d'esprit, fait des révélations ou s'exprime ou analyse une situation comme celle-là, je l'arrange dans deux choses. La première, c'est la question du contrôle et de la redevabilité. Il rend compte, puisqu'il avait été désigné comme responsable, et il exerce une fonction de contrôle sur le travail qui lui avait été dévolu. Deuxièmement, c'est la question qui va être de plus en plus la nôtre au Cameroun concernant à la fois le jeu politique, les alliances politiques, etc. Est-ce que quand on est allié politique, on est tenu, on est sujet, on a une muselière? Est-ce qu'on ne peut pas s'exprimer? Est-ce que sur un certain nombre de sujets, on ne peut pas avoir des désaccords, des divergences ou des vues qui sont un tout petit peu opposées, mais être d'accord sur les fondements, sur l'essentiel? Je pense que oui, on peut l'être. Et M. Penda Ekoka en fait la démonstration. C'est qu'il dit tout le bien qu'il pense de Maurice Kamto. Il maintient sa fraternité avec Maurice Kamto.
Mais il exerce sa fonction critique, qui est à la fois citoyenne, celle d'un allié, sur la manière dont il voit les choses. C'est sa subjectivité qui est préservée. C'est sa liberté qui est exaltée. C'est son indépendance d'esprit qui est maintenue. Et cela, il faut absolument le consolider, le poinçonner dans le marbre de cette construction de ce qu'on peut appeler une démocratie camerounaise. Donc, c'est vraiment, je souhaiterais que cela soit entendu ainsi. Parce qu'il ne faudrait pas toujours que tout tourne à la polémique, que tout tourne à l'anecdotique, au risque de noyer l'essentiel. On a parlé tout à l'heure de la question du stade d'Olembe, des complexes sportifs, et on a étendu ça à la question de la pauvreté, la question du déficit infrastructurel, etc., etc. On n'est pas resté dans l'anecdotique. Et c'est pour cette raison que cette émission, je pense qu'elle est de qualité dans la tradition qui a été la nôtre depuis un certain nombre d'années. C'est que nous ne devons pas, de manière générale, quand ça concerne le Cameroun ou l'Afrique, être prisonniers dans les éoles de l'anecdotique. Donc voilà ce que j'avais à dire par rapport à la question qui a été posée et cette actualité entre le MRC et ses alliés. Alors, pour finir, Diego, est-ce que cette crise passagère, on va dire, hein, va laisser des traces au regard de quelques démissions qu'on a pu voir ou constater du MRC? J'ai rappelé tout à l'heure aussi quelques formulations de propos parfois, on va dire, curieuses. Lorsqu'on appelle un mouvement comme le MRC une secte, Abdelaziz le met sur le compte d'une anecdote. Quel est votre commentaire là-dessus pour terminer? Moi aussi, j'ai tendance à le mettre dans le compte d'une anecdote parce que par expérience, en interne, dans le fonctionnement d'une organisation, plutôt davantage une organisation, je ne vais pas savoir, les dissensions qui peuvent y avoir entre les alliés, qui parfois prendre des aspects plus durs que celles. Et je répète là-dessus qu'il faut en tirer des leçons. Des leçons à tirer pour un parti comme le MRC, c'est que, quel qu'on l'aime ou pas, moi je suis pas adhérent, je suis pas sympathisant, je ne suis même pas militant. C'est qu'il faudra aller le plus vite possible vers une vraie professionnalisation de l'organisation. Distinguer les instances politiques des instances des instances de gestion. Parce que c'est très important. Il faut un grand parti, parce que le MRC a vocation à être un grand parti quand on voit le nombre d'adhérents qui à drainer, le nombre de sympathisants qu'ils arrivent à drainer, le nombre même de partis, de militants qu'ils arriveraient à drainer si vraiment, contrairement à ce qu'on voit au RDPC, où les gens sont contraints de le faire. Même au moment où vous êtes fonctionnaire, vous êtes censé être membre du RDPC. C'est pas le cas. Là, ce sont des adhésions volontaires, délibérées. Donc, à partir du moment où on peut avoir ce potentiel-là, il faut rapidement avoir une organisation très professionnelle, c'est-à-dire qui arrive à avoir des instances politiques différentes des instances de gestion. Et les permanents du MRC ne doivent pas être aussi ceux qui sont élus dans les instances politiques du MRC. Cette confusion-là peut prêter à des choses qu'on voit actuellement où on n'est même pas encore au bout d'un processus de clarification de la gestion d'une collecte comme celle-là. On voit déjà défiler devant nous dans les réseaux sociaux, souvent dans les réseaux sociaux, des choses qui ne sont pas bonnes entre membres d'une même coalition ou parfois même entre membres d'un même parti. Ça ne doit pas exister, ça ne doit pas se faire. Il faut qu'à ce moment-là, il y ait une vraie clarification, un vrai professionnalisme et tout le reste relève de l'anecdotique et qui est assez bien alimenté par ceux qui ne veulent pas voir au Cameroun des organisations comme celle-là fonctionner comme elles doivent fonctionner parce qu'elles fonctionnent dans un pays où tout a toujours été guidé dans une organisation verticale. On a du mal à concevoir un parti politique jeune par rapport à ce que nous connaissions, ce qui était là, qui arrive à drainer autant de public, autant d'adhérents, autant de sympathisants, mais qui a encore du mal parce qu'il rencontre énormément d'obstacles pour asseoir tout son projet politique et savoir le
le communiquer dans l'espace public. C'est ce que moi je vois. Tout le reste relève franchement de l'anecdotique. La collecte était une initiative exceptionnelle, inédite au contexte du Cameroun. Moi, j'attends encore que l'État du Cameroun nous dise ce qu'ils ont fait des fonds Covid et comment ils ont été distillés, partagés entre les différentes institutions camerounaises, notamment les ministères. Parce que quand on découvre qu'un ministère du jour au lendemain, au bout d'une conversation ou d'une polémique, que le ministère de l'Enseignement supérieur, par exemple, a eu à gérer des fonds Covid, je veux savoir ce qu'ils en ont fait. Est-ce que les universités en ont vu la couleur? C'est ça la question de fond. Là, nous avons fait une collecte pour survivre. Nous avons quand même vu ce qui a été fait sur le terrain. De tout ce que nous demandons au MRC, puisqu'ils se sont lancés dans une opération de transparence, qu'il y ait la transparence jusqu'au bout. S'il y a eu des dysfonctionnements, qu'ils nous disent à quel niveau il y a eu des dysfonctionnements et on en tire des leçons. Voilà tout ce que j'avais à dire là-dessus. Ben écoutez, encore merci à tous les deux d'avoir consenti plus d'une heure et demie de votre temps cet après-midi pour un débat assez riche et intense sur l'actualité marquant des faits en Afrique, au Cameroun. Donc, encore une fois de plus, merci d'être revenu sur Diaf TV après une longue absence pour tous les deux, une absence qui était due un peu à la crise du Covid-19. Votre média s'est donc adapté, n'est-ce pas, à on va dire, la situation que nous impose la crise sanitaire. Chers web téléspectatrices et téléspectateurs de Diaf TV, cette émission est à présent terminée. C'était donc le débat Diaf TV de ce dimanche 28 février 2021. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine avec très probablement un représentant du MRC qui nous a déjà donné son accord de principe. Nous ne manquerons pas de vous communiquer son nom une fois qu'il aura validé, n'est-ce pas, avec nous, comme cela se doit, sa présence sur notre plateau samedi prochain. Merci, au revoir et bon dimanche. Na bala bola ye bolo, boti mula bo.